Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères Gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, mon frère, on se retrouve pour parler d'un sujet crépitant. Crépitant. J'avais pas d'autre adjectif. Et sans plus de teasing, on va parler dans ce podcast du choix que tu dois faire concernant tes objectifs. Est-ce que tu dois faire une sèche? Est-ce que tu dois faire une prise de masse? Est-ce que tu dois faire un maintien calorique? C'est sans doute une question qui revient très souvent. Elle est à la base même de l'objectif de la musculation pour une personne. Alors bien sûr, il y a toujours, comment on fait pour créer du muscle. On va dire que ça c'est transversal à tout, mais ce qui va dicter un petit peu votre objectif aussi, ça va être de savoir dans un objectif de prise de poids, perte de poids ou de justement stabilisation du poids. Et c'est tout l'enjeu de ce podcast. Donc installez-vous confortablement, vous êtes au bon endroit et c'est parti pour 4 heures de podcast. 5, 10, 15, 1, 2, 1 heure et demie. 24. J'ai donné la bonne réponse. Moi aussi. Bon, sur ce, dans ce podcast, on va parler de donc, ce sujet et pourquoi c'est un sujet important. Parce qu'en fait, tout simplement, la plupart des gens n'arrivent pas à se fixer un objectif dans leur tête. Et en fait, on connaît tous ce mec qui commence et dit « Ouais, je vais être ultra shreds » et puis 3 semaines après « en fait, je suis en prise de masse ». Non, dans ce podcast, tu seras plus cette personne-là. Parce qu'en fait, si tu veux progresser, tu le sais, la musculation, c'est une répétition de la même chose encore et encore et encore et encore sur le long terme qui emmène des résultats. Si en fait tu commences à dire bon bah voilà, je fais 3 semaines de cut, puis 2 semaines de surplus, puis après en fait j'ai pris du gras, gna gna gna, en fait tu te rends bien compte que bah, si tu changes toujours d'objectif, tu fais du surplace, tu vois. C'est un peu comme si tu es avec ta voiture, tu avances d'un mètre, tu recules d'un mètre, tu vois, tu fais marche avant, enfin première vitesse, marche arrière, tac tac tac, au final mec tu fais du surplace. Et t'abîmes ta boîte de vitesse. Oui, ou sinon tu es comme moi, elle a déjà quelques problèmes de base et tu sais, elle fait un peu de bruit. Ouais, ça arrange pas la chose. Ne mettez pas la marche arrière sur l'autoroute. Tu peux pas. Effectivement, ça fait. Non, mais je pense quand même que ça a été étudié pour pas que tu le fasses. T'imagines? Ça peut arriver. Je pense que tu cherches ta 6e vitesse, alors que des fois, tu n'en as pas sur des bagnoles. Tu peux pas mettre la marche arrière, c'est pas possible. Je pense que mécaniciens qui écoutaient ce podcast, dites-nous si c'est possible de mettre une marche arrière. Si, mais alors, c'est pas possible. La conséquence, c'est que ça fait. Non. Tu peux Moi, je suis sûr qu'il y a une sécurité. C'est ça que je veux dire. Je pense qu'il y a une butée. Ah ouais, Ah bah attends, tu te rends compte? Donc le 0 RR podcast. Bah sinon, ton moteur, il. Bon, bref. Pour tous les fans de piston et de vilebrequin, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous savez répondre à cette question. Et qui a déjà essayé? N'essayez pas, mais on sait jamais. Il y a quand même pas mal de personnes qui écoutent le podcast, on sait jamais, peut-être qu'il y a un gars qui, par erreur, a pu tester. Bref, ne mettez pas la marche arrière sur l'autoroute. Et voilà, donc là on vient de centrer l'importance du sujet et putain on a fait l'intro là, genre ça fait 3 minutes et on va déjà attaquer le sujet. Et j'ai déjà des bras énormes parce que nos pieds de micro aujourd'hui ce sont des gros fat grip. Voilà, fallait que ça parte. Et c'est très lourd, c'est très lourd à porter. Je sens que là je suis en train de travailler ma poigne, mon grip et en même temps tout mon bras. Alors en vrai, si vous regardez bien, c'est pas n'importe quel fat grip. Ouais. C'est des fat grips qui sont un peu de biais. Ce qui fait que, en gros, c'est pour changer la prise que vous avez sur votre machine, pour par exemple passer d'une pronation à une prise hybride entre par exemple la pronation et la prise neutre. Sur le papier, c'est très bien. Dans la pratique, c'est pas ouf. C'est pas incroyable. En fait, pourquoi on a ça? Ça part il y a quelques années, je dirais bien 5 ans. Quand j'étais à fond sur justement l'optimisation par le matériel et j'étais tombé sur ces fat grips. Et comme l'a dit Denis, ils sont comme tous les fat grips que l'on connaît. J'avais trouvé ça sur un site américain. C'était en même temps que la mode des bandes inclusives. Donc pour justement faire des entraînements où tu mets comment on appelle ça, une bande en fait. Une bande élastique. C'est ce qu'ils appellent le BFR, c'est le Brute Flow Restriction. Exactement, et donc du coup, j'avais pas été jusque-là parce que je trouvais déjà sur le papier l'idée pas hyper intéressante, donc je l'avais pas pris pour ça, mais les fat grips, ça c'était aussi un truc que j'avais vraiment exploité, et j'avais même fait mes propres fat grips.
C'est vrai. J'avais eu une période où je voulais créer des petits, Avec des les petits moules en objets. silicone. Voilà. Alors, Quand Rémi, un jour Rémi, c'est vrai qu'on avait complètement oublié ça. Et un jour Rémi il se pointe au gym et dit t'inquiète, j'ai de quoi faire tous les joints. Et là, je le vois avec un carton, mais il y avait genre, je sais pas, il y avait une dizaine de c'est trucs de ça, une silicone. dizaine de tubes de silicone. Alors, les tubes en silicone qu'on utilise pour justement faire l'étanchéité de sa salle de bain ou autour de son lavabo, et ben moi à l'époque, je m'étais dit, je vais prendre ça et je vais mettre mon silicone dans des moules et faire des fat grips en silicone. Parce que ce qu'on a dans les mains là, c'est en silicone. Alors, c'est pas le même silicone qu'il y a autour des salles de bain, mais moi je m'étais dit, je vais faire mes propres fat grips. Et donc, j'avais fait mes petits moules, je me rappelle, dans une petite bouteille. Je crois que c'était des petites bouteilles de Perrier. Bref, on s'en fiche. Mais donc j'avais ça comme moule. Et ce qui faisait le trou pour placer la barre, j'avais pris un tube de débouche-chiottes, là. Tu vois? Ah oui, putain. Voilà, j'avais pris ça. Et donc, du coup, j'avais fait mes petits moules. J'avais mis tout mon silicone dedans. Et ça avait fonctionné sur le papier. Mais alors, bon, pour ceux qui ont déjà reniflé du silicone, ça pue l'acidité, le vinaigre. Voilà. Comment vous dire C'est pas que ouf. c'est pas ouf. Le moule, en plus de ça, il avait un peu déformé le truc, donc c'était pas hyper ergonomique. Et puis c'était surtout trop mou en fait, hein. Le silicone que j'avais utilisé, c'était du silicone qui était trop mou. Ce qu'on a là, c'est du silicone qui est un peu plus dur. Alors, en termes de matière, je sais pas trop exactement faire la différence, mais voilà, j'avais fait mon petit test et bon, ça n'avait pas été concluant. C'est pour ça que j'ai encore beaucoup de tubes en silicone qu'on a utilisé pour faire les joints dans le gym et que j'ai même utilisé aussi Ouais, pour putain, dans ma maison. Donc la boucle est bouclée, ça a été réinvesti et il m'en reste encore d'ailleurs. c'est vrai que parfois on rigole, mais tu sais, tu te dis, ça part d'une idée comme ça, tu testes un machin. Regarde, les tout premiers pins qu'on a fait, que du coup que je soudais là, c'était vraiment à partir de bouts de cornadis. C'était fait à partir de bouts de cornadis et d'un vieux bout de. C'était C'était une tige de c'était, faneuse. ouais, c'était une faneuse. Alors, La faneuse, là, faut vous expliquer du coup le matériel agricole. la faneuse, c'est ce qui permet en fait d'éparpiller votre foin pour qu'il sèche mieux. C'est ça. En fait, donc tu coupes l'herbe avec une faucheuse et ensuite, en fonction de la chaleur qu'il fait, de l'état, s'il est mouillé ou pas, en fait, il faut que, en gros, tu le retournes et que tu l'éparpilles pour que du coup il sèche. Et donc, après avoir fauché, tu passes la faneuse pour du coup, bien qu'il sèche mieux. Et une fois qu'il est bien sec, tu passes C'est ce que l'endaineur. j'allais dire, à ne pas confondre avec l'endaineur. L'endaineur sert du coup à faire des andins, comme il le dit. Et en fait, les andins, ça va te faire des lignes, en fait. Ça va regrouper ton herbe pour en faire des lignes. Et après, tu vas passer le roundballer. Et le roundballer, c'est ce qui va te faire, du coup, ta botte de foin. Voilà, exactement. Et à la base, vous écoutez un podcast muscu. Et donc on est parti sur le truc agricole. Ouais, c'est Ça ça. va pas aller très loin. Lancez-nous là-dessus. plus- Et quand plus- on va faire du live, ça va partir. Plus la mécanique en début de podcast, c'est nickel, ça commence nickel. Mais tout ça pour dire que, ouais, c'est parti de là avec les pins. Puis après, ça a évolué, ça a évolué, ça a évolué. Et parce que voilà, il y avait derrière une idée, un besoin. Et au final, le premier prototype avec les moyens du bord a permis de faire, de résoudre le problème. Comme un peu les machines que j'avais faites sur la ferme où du coup j'ai entassé quelques prototypes. Du coup ça a commencé comme ça, avec des bouts de récup de ce qu'on avait à la porcherie, des vieux trucs, tout déglingo, etc. Et au final, maintenant, tout ça c'est de l'expérience qui maintenant, ça évolue et on va prochainement continuer à développer les machines Galois Gym, mais cette fois-ci avec un peu plus de sérieux, Ah bah clairement plus de un peu sérieux. plus de matériel de qualité et pour en faire des vraies machines. Mais en gros, faut jamais trop se moquer d'un premier prototype de quelque chose, parce qu'en fait, ça peut être le début d'une grande aventure. Ouais, ça me rappelle, enfin tout de suite là, je suis plongé dans ma petite nostalgie de me rappeler ces petits souvenirs. C'est vrai que les pins, les tout premiers pins qu'on avait fait sur la ferme, c'était fait avec les soudures by Denis et Rémi. C'était pas les plus belles soudures, mais ça répondait à notre besoin de surcharger les machines qui étaient trop légères dans notre Basic Fit avant. Et aujourd'hui, on en commercialise, donc ça montre aussi à quel point on a step up quoi. Exactement. Et du coup, pourquoi on parlait de ça? On parlait Des pieds de micro, comme quoi j'avais déjà une congestion là du bras. T'as vu ma technique ou pas? Non. Tu devrais faire pareil. Ok.
Alors là, Génial. Bon, on va pouvoir parler du sujet, à moins que tu aies d'autres choses à dire, Rémi. non, rien de particulier. Je sais qu'on avait fait un point dans le dernier podcast sur la fatigue, sur les petites douleurs que tu avais au niveau des cervicales. Aujourd'hui, où tu en es? Alors, c'était dans l'avant-dernier podcast. Avant-dernier podcast. Le dernier podcast, c'est celui où je disais que tu te mettais dedans. Comment ça? Comment ça? T'as oublié ce passage? Donc là, pour les personnes qui ont sauté le précédent épisode, ils vont se dire mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faudra aller l'écouter. Donc, bien entendu, il n'y a rien de... Non, du coup, ouais, bah tiens, on peut faire un petit point sur ma fatigue, ça peut être intéressant. Donc, dans l'avant-dernier podcast, qui sort d'ailleurs le soir où on tourne celui-ci, on a toujours un podcast d'avance. Bah 2 là du coup. Ouais, 2, du coup. Enfin, non, parce on s'en fout, on va pas perdre de temps, c'est pas important. Et du coup, ouais, je disais que j'avais d'énormes difficultés à récupérer, que j'avais besoin de dormir beaucoup, que du coup, j'étais explosé tout le temps, que j'avais le cervical qui était littéralement bloqué, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous en doutez bien, je suis pas resté passif dans cette situation. Il faut en fait trouver des solutions pour te sortir de cette merde, quoi. Genre, je pouvais pas rester tout le temps turbo fatigué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, déjà, je dors plus. C'est-à-dire que je me réveille beaucoup plus tard maintenant. En ce moment-là, je me réveille à 8 heures, mec. 8 heures. Ouais, 8 heures. En fait, c'est très simple. En ce Tu te moment, couches à quelle heure? vers 21h30. Moi, une fois, monsieur Goudin était minuit. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est-à-dire que je me couche à 21h30. Du coup, j'ai ma petite routine, machin. Donc, en soi, je suis dans mon lit à 21h30, mais c'est à 22h que je m'endors, quoi. Et du coup, de 22h à 8h, je pionce. Alors, bien sûr, c'est comme on en a parlé dans le podcast sur le sommeil. Si vous ne l'avez pas écouté, bah, je vous invite à aller l'écouter. Il y a toujours une différence entre le temps que tu passes dans ton lit et le temps réel. En général, si tu passes, on va dire, 10 heures dans ton lit comme moi, la moyenne, c'est qu'il faut enlever entre 1 et 2 heures en fonction de si tu dors bien ou si tu dors pas très bien. Donc, en soi, actuellement, je passe 10 heures dans mon lit, mais je dors au moins 8h30 par nuit. Et alors, je sens que je suis toujours explosé, mais un peu moins quand même. Un peu moins. Tu sens vite les effets dès que tu dors un peu plus. Hein. Ouais, et après, bon, bien sûr, c'est multifactoriel. J'ai réduit aussi mon volume d'entraînement. J'ai rajouté des RIR par-ci par-là pour essayer que ça soit un peu moins brutal. Ouais, j'ai essayé. Et surtout aussi, en ce moment-là, je mange un peu moins. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que... Enfin, j'ai l'impression, c'est pas une impression, c'est plus t'es lourd, plus potentiellement ton corps a de mal à récupérer aussi. J'en ai parlé également dans le podcast sur le sommeil. Plus t'es lourd, moins tu dors bien, etc. Donc, vu comme j'étais sur une phase ascendante au niveau du poids, potentiellement ce qui s'était passé, et surtout, mine de rien, j'étais à 86 kg en janvier, et là, mon pic de poids, j'ai fait une pointe à 99,9, donc j'ai pas passé les 100 kilos. Enfin, j'ai raté la pesée du lendemain, donc dans ma tête, je me dis que j'ai fait les 100 kilos ce jour-là. comme ça mentalement. 100 kilos, t'es remonté à 100 kilos. Voilà, je suis remonté, donc je vous laisse, voilà, ça fait 14 kilos en 6 mois. Gros porc. Ce qui est littéralement énorme, sachant que pour ceux qui ont suivi l'aventure sur YouTube, il y a eu une petite phase de déficit au milieu de tout ça. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un peu les variations de poids rapides qu'il y a pu y avoir. Et donc potentiellement aussi, mon corps n'a pas eu le temps de s'adapter à cette variation de poids, à potentiellement la fatigue qu'engendre cette montée du poids excessive, etc. Forcément aussi le fait de manger beaucoup pour atteindre ce poids-là. Donc voilà, là j'essaye de réguler un peu mon poids de corps. Depuis que j'ai fait ça, il y a quand même une amélioration aussi, mais encore une fois, c'est difficile parce que c'est jamais une donnée qui est isolée. J'ai réduit aussi mon nombre de steps. Du coup, donc avant, vraiment, il n'y avait pas une journée où je faisais je faisais jamais en dessous de 20K, quoi. Je faisais jamais en dessous de 20K. Là, on va dire qu'il n'y a pas une journée où je suis en dessous des 10K. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que en fait, c'est très dur pour moi de faire en dessous de 10K. En fait, maintenant, je dois me limiter dans mes steps parce que sinon, en fait, j'en ferais. Mais déjà, quand j'étais à 20K, en fait, il fallait déjà que je me limite dans mes steps. Sinon, en fait, je pourrais très très vite monter à 30-35K parce qu'en fait, j'ai optimisé tout mon espace de vie, toute ma façon de travailler pour pouvoir travailler en marchant.
Et en fait, pour moi, maintenant, travailler assis, ouah, c'est terrible, tu C'est vois. bizarre. C'est terrible. Mais en fait, c'est surtout, euh, pourquoi, pourquoi travailler assis alors que je peux le faire en dépensant des calories, tu vois. C'est ça le truc, en étant actif. Donc, Bah, ça dépend de la tâche, hein, c'est toujours pareil. Il y a des choses que tu peux faire en étant debout, en marchant, tout ce que tu veux, mais il y a des fois où bah, il faut que tu sois assis pour que tu sois bien concentré et que bah, tu disperses pas ton énergie, ta concentration dans plusieurs choses en même temps. Même si marcher, en vrai, non, c'est ça un truc dépend, que tu tu peux vois. faire à part. Il y a des trucs au début que je pouvais pas faire en marchant, par exemple. Mais ça fait je sais pas combien de temps que j'ai ce setup là. Et maintenant, en fait, ouais, ça va faire 9 mois, quelque chose comme ça, que je travaille quand même avec ce setup depuis novembre. Ouais, Oula, les calculs sont pas bons. waouh, les Les calculs sont calculs pas sont pas bons. bons. Bon, ça fait 7 mois. Et du coup, en fait, il y a des choses qu'au début je n'arrivais pas à faire que maintenant j'arrive à faire, tu vois. Tout ce qui est montage vidéo avant. Alors, il y a également le fait que j'ai amélioré mes compétences encore en montage vidéo, ce qui fait que forcément je suis plus à l'aise et que du coup ça me demande moins de concentration. Mais du coup, ouais, il y a pas mal de petites choses comme ça que je peux faire. Pour mes rendez-vous aussi, j'ai normalisé pas mal le fait d'avoir des rendez-vous où je marchais. Et j'incite aussi les personnes qui font des rendez-vous avec moi à le faire aussi quand elles le peuvent. Donc en soi, ouais, il y a pas mal de choses que je fais en marchant. Et donc maintenant, je retravaille assis dans mon bureau. En fait, c'est terrible aussi parce que j'ai l'impression d'être moins productif dans le sens où, bah, tu sais, quand je marche assis, en fait, tu vois, tu marches assis, t'es un peu branlant sur le tapis. C'est-à-dire que tu marches un peu trop à droite, tu te pètes la gueule. Parce que c'est pas un tapis qui est extrêmement large non plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, quand je travaille, j'ai ma souris, mon clavier, et par exemple, je peux pas prendre mon téléphone dans les mains. Ou alors, il faut que, tu sais, c'est un move un peu risqué. Alors que quand je travaille assis, tu vois, j'ai tout de suite beaucoup plus la tentation, par exemple, sur le téléphone. Et en fait, je suis obligé de le mettre beaucoup plus loin, tu vois, pour vraiment me mettre. Et je me dis, bah voilà, là, c'est bon. J'ai 4 heures devant moi, je fais 4 heures non-stop de travail. Alors que sur tapis, et puis en plus, tu vois, je segmente beaucoup plus les tâches sur tapis. Hmm. Quand je monte sur le tapis, c'est en général pour faire une tâche. Et après, du coup, je m'en fixe une autre. Enfin bref, en vrai, le tapis, on en rigole, mais ça me rend quand même beaucoup plus productif. Et ouais, du coup, j'ai réduit mes steps. Et du coup, bah, c'est compliqué pour moi maintenant de faire assez peu de pas au final. Et et du coup, avec tout ce que j'ai mis en place, donc de ce que j'ai listé au début, donc la diminution des poids, l'augmentation des RIR, j'ai également un peu plus de jours de repos, la diminution des calories, la diminution de mon poids de corps, etc. Tout ça fait que potentiellement ma fatigue tend à s'améliorer, mais je reste quand même assez explosé. Et je pense que tu vois, ce cycle que je suis en train de faire actuellement avec un focus un peu plus sur les épaules ne sera pas le cycle où je vais progresser le plus parce que c'est un cycle où en fait, à mon avis, je vais le passer plus à gérer, à manager ma fatigue qu'autre chose. Mais également, enfin, tu vois, je veux dire, si j'ai une progression dingue avec le cycle haut du corps, j'ai une progression dingue avec le cycle bas du corps, tu vois, genre si je continuais comme ça, tu vois, j'aurais une progression encore de dingue, mais forcément, quand tu progresses extrêmement vite, il y a forcément un moment où ça te rattrape, tu vois. Il y a très peu de personnes qui peuvent encaisser tout ça, surtout sur le long terme. Forcément, tu as beaucoup, beaucoup de fatigue qui s'accumule, dû aux résultats également qui sont là. Et donc, même si potentiellement, tu vois, genre là, je vais passer peut-être 8 12 semaines, tu vois, peut-être la durée de ce cycle avec, ouais, un peu plus de difficulté à récupérer, mais que tu vois, potentiellement sur toute la durée de ce cycle, c'est plus un cycle où je suis focalisé sur ma récupération et que je suis dans de bonnes conditions pour repartir sur un cycle aussi intense que les deux premiers. En soi, je perds pas mon temps, tu vois. Parce que faut bien comprendre, et ça on l'a dit plein de fois, c'est que tu pourras jamais être totalement constant sur ta pratique. Tu vois, tu auras forcément des moments où tu progresseras plus, des moments où tu progresseras un peu moins. Et en fait, voilà, il faut juste accepter les phases où tu progresses un peu moins parce que c'est pas possible en fait d'être toujours à 100%. Parce que même quand tu n'as pas de facteurs externes, comme par exemple des événements familiaux, des événements sociaux, des événements dus au travail, des événements bref, peu importe, une blessure potentiellement, enfin, Hmm. bref, tout ce qui peut potentiellement réduire, bah, il y a quand même un moment où ça te rattrape et où tu dois, en fait, ton corps juste ne peut pas encaisser au bout d'un moment que tu leur mettes plein la gueule. Alors bien sûr, ça demande aussi d'avoir j'ai envie de dire, un niveau d'intensité qui soit suffisamment important. Tout le monde n'arrivera pas à le mettre non plus.
Mais voilà, ton corps est une très belle machine, mais quand tu lui en mets trop dans la gueule, bah, il sait aussi te le dire. Exactement, cette approche linéaire, là, on l'a dit, mais je pense dès les tout premiers podcasts, que cette approche linéaire, en fait, en musculation, elle ne peut aller qu'un temps et on s'était accordé plutôt à parler de cycle un peu spiralaire où on avance dans une progression, où on se sent bien, mais au bout d'un moment, bah, on a accumulé trop de fatigue et justement, c'est la vie de se confronter à ces murs-là où où c'est impossible de progresser et de se sentir productif à l'entraînement. Et donc, bah, on régresse, mais de manière minime, si vous voulez. Mais l'approche spiralaire, on repart un petit peu plus bas, mais on ira toujours un peu plus loin sur la prochaine boucle et encore plus loin sur la boucle après. Voilà, ça, c'est vraiment vous dire que si vous avez compris cette philosophie de l'entraînement, voilà, t'as allumé ta lumière, tu l'as perdue. Si vous avez compris cette philosophie de la musculation, c'est que vous ne vous entêtez pas à être toujours à 100% dans cette approche linéaire, mais que vous avez compris qu'il fallait avoir une approche beaucoup plus globale et que, comme l'a dit Denis, vous allez pouvoir progresser sur 6 mois en faisant un focus upper, un focus lower et après avoir un focus du coup sur les épaules qui va pas vous amener dans cette productivité que vous aviez sur vos précédents cycles. Mais par contre, vous savez que c'est aussi dans le processus de récupérer, de vous sentir un peu moins stimulé à la salle, mais que après vous allez repartir avec plus de hargne à l'entraînement et que vous allez rattaquer cette fameuse nouvelle boucle. Donc ça, c'est la philosophie globale de votre entraînement. L'adhérence, c'est ce qui est le plus important. Et derrière cette adhérence, vous avez du coup la compréhension de cette fausse linéarité de votre progression. Ouais, c'est exactement ça. Pour en conclure rapidement avec ce sujet, c'est que au final, même si actuellement je ne progresse pas, je ne régresse pas non plus, tu vois. Peut-être que actuellement, ouais, je suis peut-être, on va dire, au point mort d'un point de vue de ma progression, dans le sens où j'avance pas, mais ce qui est important, c'est que potentiellement je ne recule pas. Ouais. Et surtout, je me prépare. Tu vois, on parlait de la boîte de vitesse tout à l'heure. En fait, c'est un peu comme si j'étais en train de réparer la boîte de vitesse. T'as rétrogradé en fait. T'as rétrogradé et en fait là tu vas pouvoir remettre une vitesse de plus. Ouais, c'est ça. Faut imaginer une boîte de vitesse Mais à 48 000 vitesses. Donc là, Denis, il était, je sais pas, en cinquième vitesse. Là, avec son cycle épaule, il a rétrogradé en quatrième. Mais là, il sait qu'il va pouvoir passer 2 vitesses de plus. Et en fait, c'est cette approche-là que vous devez avoir. C'est ce côté, bon, bah, en fait, c'est reculer pour mieux sauter de temps en temps. Et c'est aussi vous persuader que ces périodes où vous êtes un peu moins efficient à la salle de sport, bah, c'est aussi pour emmagasiner encore plus de hargne et être encore plus productif sur vos prochains entraînements. Moi, je le vois plutôt comme ça. ouais, alors après, quand tu es fatigué, c'est quand même difficile de récupérer cette hargne. Mais par contre, tu vois, il faut pas subir non plus cette période. Il faut, comme je disais, l'accepter. Mais tu peux l'accepter intelligemment, dans le sens où j'ai réduit mon volume, j'ai réduit mon intensité. Du coup, mes séances sont plus courtes. Du coup, bah, potentiellement, je peux en profiter pour travailler sur d'autres projets, tu vois. Je peux en profiter. En ce moment, j'essaye de mettre un peu plus de pièces dans le social, même si je suis vraiment pas bon là-dedans. Ouais, mais Et du coup, voilà, potentiellement, ça me laisse un peu plus de temps pour travailler sur ça. Potentiellement aussi, bah, ça peut me laisser plus de choix pour d'autres concepts de vidéos. Enfin, tu vois, au final, bah, la situation est telle qu'elle est. Je suis actif dans cette situation pour du coup mettre en place les solutions qui peuvent m'aider bah, voilà, à améliorer cette situation. Et en plus de ça, bah, ok, il y a des choses sur lesquelles je peux rien faire. Mais par contre, bah, du coup, ça entraîne ça. Et du coup, bah, le fait qu'il y ait ça comme conséquence, je peux m'en servir pour faire ça. Encore une fois, c'est l'art de transformer quelque chose qui était potentiellement à la base négatif en quelque chose de positif et qui peut t'aider à développer d'autres aspects de ta vie, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Et au final, bah, tu vois, cette période, je m'en souviendrai comme une période de fatigue. Je m'en souviendrai comme bah, potentiellement ouais, une période où bah, y a quand même des leçons à tirer pour... ouais, il y a une période d'apprentissage, hein, forcément. Voilà, c'est ce que je disais déjà dans le dernier podcast. Également une période où potentiellement bah, j'en ai profité pour travailler beaucoup plus sur d'autres projets, pour voir des personnes, bref, pour rencontrer des gens et pour faire, je sais pas, peut-être d'autres concepts de vidéos. J'ai des idées de vidéos, de concepts que par exemple bah, je faisais pas jusqu'ici parce que je me disais putain, je suis trop sur une bonne lancée dans ma progression. Ça me fait chier par exemple d'aller m'entraîner ailleurs, de faire une autre séance. Là, tu vois, je suis un peu moins accroché potentiellement à ma prog. Je me dis, bah voilà, si aujourd'hui j'ai envie de faire
L'un des concepts, c'est par exemple, je vais dans un Basic Fit et je teste les machines du Basic Fit. Avant, ça m'aurait fait trop chier parce que bah, voilà, j'étais dans ma prog, je progressais à chaque séance, etc. Bon, là, je progresse quand même à chaque séance, mais potentiellement, ce qui se passe, c'est que je suis un peu moins accroché et je pourrais faire ce concept de vidéo-là, par exemple. Donc voilà, c'est l'art de transformer le négatif en positif. Quel bel art. On peut enchaîner sur le thème du sujet, jour, là. ouais, ouais. Putain, les intros toujours plus longues, hein. Toujours. Le sujet, c'est donc, est-ce que tu dois faire une sèche, une prise de masse ou un maintien calorique? Et euh, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la question que se posent tous les pratiquants. Parce qu'en fait, dès que tu es en surplus calorique, tu te trouves toujours trop gras. Du coup, tu as envie de faire un cut. Dès que tu fais un cut, tu te trouves toujours trop maigre et que tu trouves que tu bouffes pas assez. Du coup, tu veux repartir en surplus calorique. Puis de l'autre côté, tu as le maintien. C'est le maintien, c'est la situation où tu sais pas trop. Tu te dis, bah, potentiellement, si je me mets en maintien, je serai plus sec et puis du coup, je serai plus musclé aussi, tu vois. Donc, on va expliquer un peu tout ça parce qu'il y a quand même pas mal de mythes, notamment le mythe du bah voilà, si tu es débutant, faut pas que tu fasses de déficit, machin et tout. On va discuter de tout ça et on va voir ce qu'il faut faire. Déjà, pour reprendre les termes, perte du poids, prise de poids ou maintien du poids, c'est tout simplement corrélé, et vous le savez, à vos besoins journaliers que vous allez moduler. La prise de poids, c'est tout simplement le surplus calorique. La perte de poids, c'est votre déficit calorique. Et le maintien de votre poids, c'est votre maintenance calorique. Voilà, ça, c'est juste pour le biais, on va dire, nutritionnel. Et bien sûr, mon cher Denis, les skinny fat dans tout ça. Oh, on a déjà fait les skinny fat. Je vous invite à écouter le podcast sur les skinny fat. Mais non, mais c'est que skinny fat, c'est ce que tu es, non? J'ai une gueule de skinny fat, moi. Bah oui. Mec, tu fais 100 kilos et t'es gras comme un loukoum. Tu veux que je te montre mes abdos, c'est ça? Tu veux qu'on regarde les tiens? Qui c'est qui est le plus skinny fat de nous deux? Désolé, mon frère, ça s'est retourné contre toi. Absolument pas. Bon, très bien. Par où commencer? Par où commencer? C'est vrai que c'est En un fait, vaste sujet. on peut déjà essayer de déterminer la première chose. La première chose plutôt que tu dois faire, c'est faire un bilan sur ta propre situation actuelle. Parce que, en fait, c'est ça, tu fais de la muscu, c'est ton corps, et en fait, en gros, il doit te plaire, tu vois. Et ce qui veut dire que si par exemple, actuellement, je sais pas, tu as 20% de body fat, que tu as regardé des vidéos de je sais pas qui te dit, bah non, mec, si tu as moins de 2 ans de muscu, il faut faire absolument un surplus calorique, machin et tout. Mais que bah, toi, avec tes 20%, tu te sens pas bien dans ton corps et que bah, potentiellement, il faut que tu cuts pour te sentir mieux, bah mec, fais un cut. Hein. En gros, ce qu'on veut dire par là, c'est que la situation de départ, c'est pas votre youtubeur préféré ou la vidéo Instagram que vous avez vue qui vous disait qu'il fallait absolument passer par le surplus calorique quand vous débutiez la musculation. C'est avant tout vous. En fait, est-ce que vous, là, quand vous vous regardez dans le miroir, est-ce que ce que vous voyez vous donne envie de prendre du poids ou de perdre du poids? Ensuite, comme l'a dit Denis, il y a quand même aussi une mesure, c'est de prendre votre body fat et de voir si vous rentrez dans un body fat trop élevé. Donc en gros, si vous êtes au-dessus des 15% de body fat, peut-être que la situation la plus favorable, ce sera peut-être de faire un déficit calorique. Par contre, si vous êtes 15% de body fat. 15%, peut-être allez, montons la fourchette à 18% de body fat. Faut que tu fasses un déficit alors. Non, mais voilà, il y a des tranches comme ça. Si vous êtes en dessous des 10% de body fat, vous n'avez pas à vous embêter de vous dire je vais faire un déficit Non, calorique. mais en fait, c'est vrai que le body fat, c'est, on va dire, ce qui va compter le plus pour t'orienter dans ta prise d'objectif. Bah, c'est factuel, sur coup. Oui, mais c'est surtout que, mec, si tu as 40% de body fat, fais pas un surplus calorique. Voilà. Bon, sauf si tu fais championnat de strongman. Encore une fois, en fait, voilà, ça va dépendre de ton body fat et du contexte de ta situation et de tes objectifs, on va dire, profonds. Dans le sens où, si par exemple, parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est l'ensemble de la situation et du contexte. Exemple, je sais pas, tu as 25% de body fat, ok, mais tu fais du powerlifting et en fait, tu fais par exemple 104 kilos et tu veux tirer je sais pas, en moins de 120.
faut que tu passes du coup au-dessus des 105. Bah là, même si tu es gras, il faut quand même que tu fasses un surplus pour passer dans ta KT. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as un objectif de force et parce que du coup, il faut que tu répondes à cet objectif. En fait, il faut contextualiser. Je pense que les personnes qui nous écoutent, c'est, je pense, des personnes qui sont à la recherche de gains musculaires dans le sens hypertrophie, aspirer au body, etc. Non, il y a aussi pas mal de power. Voilà, mais les power, on va dire que ce qui va dicter leur objectif, c'est effectivement leur catégorie de poids, si justement ils aspirent à faire des compètes. Je pense pas que le côté je veux être lean pour un power, c'est ce qu'il va forcément rechercher directement. Ça dépend, encore une fois. C'est la perf pour le coup, lui. Ouais, c'est la perf, mais tu as aussi tes catégories de poids à respecter. Enfin, voilà, en fait, c'est tout ça pour comprendre, enfin, pour que tu comprennes que ton objectif va être dicté par tes objectifs et ta situation actuelle. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Maintenant, déjà, il faut savoir quelque chose par rapport au body fat, c'est que tout le monde ne va pas répartir le body fat de la même manière. Donc, imagine, je sais pas, tu fais un DEXA scan et tu sors à 15% de body fat, sauf que par exemple, tu stockes pas du tout sur le ventre, tu stockes sur les jambes. Bah, en vrai, si toi ton objectif, si ton objectif physique c'est d'avoir les abdos et d'être plus volumineux, tu vois, t'en as rien à faire de stocker sur les jambes. À ce moment-là, tu peux partir sur un surplus calorique, ça posera pas de problème, tu vois. Donc encore une fois, c'est plus toi, la vision que tu as de ton physique et ce que tu veux faire par rapport à tes objectifs qui va dicter ce que tu dois faire. Parce que dire, bah mec, si tu es sous les 12% de body fat, il faut que tu fasses un surplus calorique. Si tu es au-dessus des 20%, il faut que tu fasses un déficit. C'est bien, mais en fait, c'est trop généraliste. Et en fait, si tu ne te poses pas toi-même les bonnes questions et si tu ne réfléchis pas au bout d'un moment à ta situation, ce qui va se passer, c'est que tu vas forcément faire la girouette au bout d'un moment. Alors que, au final, si tu arrives à faire un bon point sur ta situation, que tu arrives à mettre les choses au clair, dans le sens, ok, par exemple, actuellement, j'ai par exemple 20% de body fat, j'aimerais être plus balèze, mais en même temps j'aimerais avoir mes abdos. Tu vois, le pire c'est quand tu es dans la situation de l'entre-deux. Bah, au final, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Est-ce que c'est d'avoir un physique sec? Est-ce que c'est d'avoir un physique massif? Et en fait, si tu prends jamais le temps de réfléchir à ça et de te poser, tu seras toujours sur l'entre-deux. Tu choisiras la situation où potentiellement c'est plus facile pour toi de gérer la diète. Donc souvent, ce sera la situation du surplus calorique plus ou moins important. Et au final, tu voudras toujours avoir tes abdos. Alors que si tu réfléchis bien, tu dis, OK, moi ce que je veux, c'est avoir les abdos. Quoi qu'il arrive, je vais faire un déficit calorique parce que mon objectif principal, c'est d'avoir les abdos. Je ne me sens pas bien dans mon corps. Et peu importe si potentiellement je look un peu moins balèze un certain temps, une fois que j'aurai les abdos, ça sera une meilleure situation. Je pourrai toujours repartir sur un surplus calorique. Mais en fait, il faut vraiment te poser et te poser cette question parce que si en fait tu te dis juste bon bah voilà c'est des chiffres tant que voilà j'ai pas dépassé tant de pourcents de body fat tant que j'ai pas 3 ans de muscu ça sert à rien que je fasse un déficit. En fait tu vois c'est juste prendre le problème à l'envers alors que chaque situation est très individuelle et il faut que tu réfléchisses toi-même à ta propre situation. Et c'est là où c'est le plus difficile parce que quand on fait un appel avec un nouveau suivi, eh ben on a toutes les informations de la personne. Donc c'est bien plus facile de spécifier eh bien, l'orientation de l'objectif ou de guider du moins la personne vers ce qui semble être le mieux pour elle. Là, dans un podcast, quand on a zéro contexte, c'est très difficile. Donc c'est vrai que là, enfin, pour ma part, j'ai du mal à démarrer sur ce qu'on pourrait vraiment vous conseiller parce que vous l'avez compris, c'est avant tout individuel. C'est avant tout aussi votre objectif de vie. Hein. Est-ce que vous devez répondre à une catégorie de poids si vous faisiez du power, comme on disait tout à l'heure dans l'exemple, ou si c'est tout simplement juste votre silhouette et votre bien-être visuel avant tout. Voilà, déjà, c'est sûr que c'est très difficile. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a également le rapport à l'alimentation. Combien il y a de personnes, tu vois, qui, pareil, commencent à avoir un body fat, tu vois, genre à stocker pas mal sur le ventre, 16, 17, 18% de body fat, tu vois, potentiellement tu te dis, j'ai pas déplacé la fourchette des 20, tu vois, potentiellement ils sont dans leurs 3 premières années de muscu, mais à côté de ça, par exemple, ils n'arrivent plus du tout à manger. Genre, ils se forcent parce que
potentiellement, il gère pas très bien la diète non plus, il varie pas trop. Bah, potentiellement, tu vois, si tu n'as pas trop d'appétit, tu peux aussi partir sur un déficit calorique à ce moment-là parce que bah, tu vas manger moins, ça va te permettre de faire un petit reset. Tu vois, c'est vrai qu'il y a énormément de facteurs Ouais, à et puis prendre en compte, mais la bonne décision, tu ne l'auras que si tu te poses sur sur ta situation actuelle et que tu fais en fait la liste de tout ce que tu veux, de vraiment tout ce que tu veux. Si par exemple, bah, ce que tu veux, c'est être plus balèze, plus fort sur, je sais pas, tel ou tel mouvement, que bah, potentiellement ton body fat, il te convient et que tu n'as pas de souci avec ça. C'est-à-dire que dans ta tête, tu n'es pas là à dire, ouais, vas-y, il faut que je fasse un déficit, machin et tout, que tu n'as pas de problème à manger. À ce moment-là, oui, tu peux partir sur un surplus calorique. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est ne te fixe pas des limites par rapport à ce que un tel ou un tel a dit, alors que ce qui compte, c'est que tu te sentes bien dans ton corps en premier et que deuxièmement, la décision que tu prennes soit en raccord avec tes objectifs. ouais, et puis je pense aussi à autre chose, c'est que là, forcément, le lien est direct avec la nutrition, donc il faut pouvoir avoir dans son environnement la possibilité de gérer ses calories. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent pas traquer leurs calories parce que bah, ils sont encore chez leurs parents ou que même ils n'ont pas forcément envie de se mettre avec un tracking hyper précis, etc. Et donc, bah, pour ces personnes-là, la question de partir sur une prise de poids ou une perte de poids, bah, ça va être anecdotique parce que sur ce qu'ils auront dans leur environnement proche, ça sera directement leur pratique de la musculation et ça ne sera pas directement ce qu'ils auront dans leur assiette. Donc, pour ces personnes-là, bah, peut-être que vous allez pouvoir plutôt jouer sur votre dépense ou sur vos entraînements plutôt que directement sur la nutrition. Bien sûr que vous ferez attention et j'imagine que quand on dit on ne traque pas, ça veut dire quand même qu'on fait attention à ce qu'on mange un minimum. Bah, ça sera déjà une première pour bah, se sentir bien dans son environnement et adhérer déjà à ça. Mm. Maintenant, quand même, on peut peut-être faire un listing Un listing, mais il faudrait qu'on ait, tu vois, du... un avatar, tu vois, une personne. non, en fait, on dit, bah voilà, en déficit calorique, quand est-ce que tu dois faire un déficit calorique? Si tu coches, par exemple, bah, potentiellement plusieurs Ouais, de ces mais c'est cases. pour ça, il faudrait partir sur un Euh, avatar, donc une personne type, avec bah, ce qu'on va énumérer là, si tu veux. Parce que, Très bien, faisons ça. Je ne sais pas si on s'est bien compris, mais non, mais parce que, en fait, quand dois-tu faire un déficit? Bon, bah, globalement, c'est quand tu juges que physiquement, t'es arrivé à un stade où t'es trop gras et que visuellement, bah, tu ne te plais plus. Tu vois, ça pourrait s'arrêter là. bah non. Bah, ça peut faire partie de l'idée globale du truc. Donc, par contre, si on identifie une personne qui, je sais pas, se retrouve avec 40% de body fat, alors oui, faire un déficit, ça sera Ouais, plus mais non, parce favorable. que faire Si, plein d'avatars. Moi, je pense il faut partir sur quand faire un déficit calorique. Comme déjà Rémi l'a dit, à partir du moment où ton body fat est trop important et où ton body fat, tu n'es plus à l'aise avec. Ça peut être du coup parce que bah, tu as stocké beaucoup sur le ventre au cours des dernières semaines, parce que tu es parti en vacances, etc. Part du principe que de toute façon, eh bien, chaque période est réversible et c'est pas parce que tu te fais un déficit calorique de 3, 4, 5 mois, etc., peut-être, que tu pourras pas repartir derrière sur un surplus calorique par la suite. Donc, le premier point, c'est potentiellement quand ton body fat est trop important et ou que tu n'es plus à l'aise avec. trop important, ça veut dire peut-être que vous allez le trouver trop important si vous êtes au-dessus des 15%. Tout à l'heure, je donnais cette fourchette-là, mais vous pouvez très bien aussi Ça dépend beaucoup de ça votre dépend de votre répartition. stockage. Ça dépend de votre stockage et puis ça dépend aussi de vous, comment vous aimeriez looker. T'as des personnes qui, quand elles ont juste un petit peu de merdouille sur le ventre, vont pas tolérer ça. Donc c'est pour ça que c'est très difficile en fait, sans donner. Bah, c'est pour Ouais, ça c'est pour ça que qu'on donne des grandes lignes, ouais, des grandes et directions. c'est surtout que dans ce que je dis, c'est et si tu es à l'aise avec. Ouais, si tu es à l'aise avec, ouais. C'est ok. Le deuxième point, c'est potentiellement quand faire un déficit calorique. Bah, si potentiellement tu as quelques soucis avec l'alimentation, que du coup, bah, potentiellement tu as du mal à beaucoup manger, tu peux potentiellement faire une phase de reset d'un point de vue des calories
avec eh bien, potentiellement une phase de cut. De toute façon, en général, quand tu en es au point de ne pas réussir à manger, ça m'étonnerait que tu sois à 5% de body fat. Ouais, c'est que J'ai- tu as beaucoup de calories dans le ventre. ouais, il y a beaucoup de Bah, c'est calories. ton exemple en fait, hein, là. C'est tout simplement ces derniers mois où tu étais sur un bon surplus et tu t'es dit, bah, au bout d'un moment, en fait, j'ai trop à manger, ça nuit sur mes entraînements, ça nuit sur mon quotidien. Et donc, bah, tu as fait ce fameux reset de faire un petit déficit calorique sur une période pour que tu aies un petit peu et te sentir mieux avec bah, ta digestion, avec bref, tes assiettes, parce que ça te paraissait trop gros. Donc, ouais, il y a un moment donné pour justement mieux adhérer au plan, bah, faire une petite phase de déficit calorique. Oui, ça peut être Alors ça, ça peut être une grosse phase, hein. Parce que souvent aussi, les personnes qui vont se dire, ouais, j'arrive pas à manger, machin et tout, euh, comme je l'ai dit, hein, j'ai jamais vu quelqu'un à 5% de body fat dire qu'il n'avait pas faim et qu'il n'arrivait pas à manger ses calories, hein. Donc potentiellement, si tu as du mal à manger, c'est également que au niveau de ta composition corporelle, elle peut être améliorée grâce à un déficit calorique. ouais, Donc ça peut être un déficit calorique assez court, mais dans la plupart des cas, ça sera quand même un déficit calorique qui pourrait être assez long. ouais, mais ça après, tu fixes les modalités de ton déficit en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Je veux dire, si tu veux faire un cut sur 4 semaines ou 8 semaines ou 6 mois, hein, ça c'est après en fonction de toi ce que tu veux. Mais c'est vrai que là, tu pointes du doigt un truc intéressant, c'est que là, on arrive sur bon, ça se voit pas encore, la météo est pas terrible, mais sur des périodes où il va faire plus chaud et pour certaines personnes, bah, manger quand il fait chaud, c'est un peu un enfer. Donc, bah, voilà, vous avez peut-être l'occasion météorologique de faire un petit déficit si vous avez justement du mal à manger pendant cette période-là. Le troisième point, c'est potentiellement si tu as, on va dire, une catégorie de poids à respecter pour quelque chose, ça peut être aussi intéressant de faire un déficit calorique. Par exemple, on parlait de la force tout à l'heure. Ça peut être aussi, ça me fait rire parce que là, tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui m'a parlé du parachute et qui était trop lourd pour faire du parachute. À ce moment-là, tu peux potentiellement faire un déficit calorique pour ça parce que c'est pas une compétition, mais potentiellement, il faut aussi que ton poids de corps diminue par rapport à ça. Donc, en soi, Pour un mariage, il faut que tu fasses un certain poids pour que tu rentres dans ton costume. oui, J'ai l'exemple d'un de mes suivis qui justement va se marier, donc félicitations à lui. Mais justement, ben, au niveau de son costume de mariage, il a tout intérêt à perdre du poids pour bah, bien fitter avec ce qu'il voudrait mettre pour la cérémonie. ouais. On va dire que là, il y a trois exemples qui vont faire que potentiellement le déficit calorique sera mieux pour toi. Bien sûr, encore une fois, il faut te poser, il faut faire un point sur ta situation et un point honnête sur ta situation. Dans le sens où, les gars, tous les jours, je reçois des photos sur Insta, des mecs qui me disent tu peux estimer mon body fat, je pense que je suis à 12%. Je regarde les photos, le mec, il n'a pas d'abdos. Euh, Enfin, tu vois, il n'a pas les abdos du tout visibles, il a une couche de gras comme pas possible, aucune veine nulle part. Il y a zéro chance que tu sois à 12%, tu vois. Bah, vous Donc, avez des calculateurs hein, sur Internet hein, pour calculer votre body fat en rentrant votre âge, votre poids, votre taille, vos mensurations hanche, taille. Vous allez avoir quand même une idée globale de votre body fat. Alors bien sûr, c'est non, mais jamais encore à prendre au pied de la lettre. Hein. ouais, Le voilà. body fat, c'est jamais la donnée qu'il faut regarder, mais c'est après comment vous allez la faire évoluer. Si vous faites monter la donnée ou si vous la faites diminuer, c'est vraiment là qu'il va falloir du coup vous interroger. Encore une fois, la donnée que vous allez récolter, c'est pas celle qu'il faut prendre, hein. Vraiment, vraiment pas. Hein. De toute façon, en fait, j'ai envie de dire, il y a quand même une petite voix au fond de toi qui te dit si ton body fat il est trop gros, enfin trop élevé. Tu te rappelles, on avait fait un podcast là-dessus, hein, justement sur la perception de, justement, tu sais quand tu fais une connerie hein, au fond de toi. Hein. Mais en fait, j'ai envie de dire, si tu te demandes si ton body fat il est élevé ou pas et que tu dois faire un cut, je crois que tu n'as même pas besoin de mettre un chiffre dessus, hein. Je veux dire, tu le sais quand tu es trop gras, tu le sens quand tu es trop gras. Euh, je veux dire, c'est factuel. Tu te regardes dans le miroir, tu n'as pas besoin qu'on te donne un chiffre pour ça, tu vois. Tu n'as vraiment pas besoin qu'on te donne un chiffre pour ça. Maintenant, quand faire un surplus calorique? Ah, t'attaques directement, tu veux pas creuser encore un peu le déficit? Tu as d'autres points? Euh, non, mais si, enfin si, si, parce que tout à l'heure on parlait des débutants, le débutant qui forcément
n'a pas forcément encore connaissance de tout ça et qui, lui, est juste en quête de tests, tu vois, d'expérience. Ce que je veux dire par là, c'est que tu fasses un déficit, un surplus, un maintien, rien n'est irréversible. Donc, en gros, si tu veux tester un déficit calorique parce que tu juges que c'est ce qu'il te faut, tu fais. Enfin, je veux dire, En c'est... vrai, on va pas se mentir, le débutant, il sait pas ce que c'est qu'un surplus ou un Et c'est déficit. là, Hein. et c'est là où je voulais en venir parce que du coup, j'ai entamé par le mot débutant, mais en fait, le mieux, c'est de pratiquer. Et pour la personne qui débute vraiment et qui a pas envie de se noyer d'informations avec justement tout ce côté surplus, déficit, maintien, etc., et tout ce qui touche de près ou de loin à la musculation, c'est tout simplement de se dire, je vais pratiquer, je vais récolter les informations, je vais les mettre dans mon petit cahier de brouillon, voilà, hop, je récolte un peu tout, je vais continuer de pratiquer, et puis, tiens, je vais pouvoir faire des liens avec mes pesées que je fais, et puis forcément le look que j'ai dans la glace. Est-ce que du coup maintenant je pourrais pas faire quelque chose pour faire varier ça ou faire autrement? Enfin voilà, c'est aussi pour le débutant de pas se surcharger avec tout ça et de prendre les choses petit à petit, de faire de la musculation, donc d'aller en salle de sport, de bouger de la fonte et après d'incrémenter, pourquoi pas, le volet nutrition. Mais en fait, pour moi, l'essence même de tout ça, c'est de vous rappeler que vous êtes pratiquant, pas pratiquant de nutrition avant tout, mais pratiquant de musculation. Ouais, mais en vrai, c'est intéressant par rapport aux débutants parce que quand tu commences quand même à t'intéresser à tout ce jargon, quand tu commences à t'intéresser à tout ça, c'est souvent que tu as quand même déjà un peu creusé le truc, que tu as quand même et que tu es capable de faire un état de lieu sur ta situation. Parce que le vrai débutant, tu vois, il va en salle, mec, il sait pas faire les mouvements, tu vois. Mais Enfin, bien sûr, il y c'est pour a, il y là. a, il y a quand même un monde. En fait, quand tu arrives au moment de te dire est-ce que je dois faire un surplus ou un déficit, c'est que tu as quand même, t'as quand même une idée de potentiellement ce que tu fais. Tu vas déjà. Genre, ça fait pas 2 jours que tu vas en salle de sport, quoi. Ouais, alors bon, encore mais c'est très difficile, hein, mais moi je pense que la personne qui justement s'intéresse à tout ça, c'est une personne qui n'a pas encore assimilé, on va dire, les bases de son entraînement. Et donc tout à l'heure tu parlais de la technique d'exécution, je pense que elle a tout intérêt justement à bien gérer cette partie-là avant de s'intéresser au reste. Mm. On avait fait un podcast, je fais beaucoup de liens avec ce qu'on avait pu faire auparavant, sur ce que devait faire un pratiquant avant toute chose. Est-ce qu'il devait s'intéresser à la nutrition? Est-ce qu'il devait s'intéresser à son entraînement? Et tu avais dit de manière très pertinente qu'il devait s'intéresser à sa technique d'exécution pour justement bien faire les mouvements. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus proche avec la musculation. C'est justement d'abord de bien faire au gym avant de bien faire dans son assiette. Oui. 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 Non, c'est que. Non. Yeah. Non. C'est juste on pourrait rebondir sur ça pendant plein de. Mais oui, Mais parce on a que déjà fait un podcast. la- On a déjà fait un Non, podcast. mais surtout que moi j'ai eu du mal à rentrer dans le podcast parce que je savais pas par quelle entrée rentrer. Et c'est dur, hein. Enfin, franchement, là, la situation que. Bon, bref, première situation de déficit calorique, on a énuméré pas mal de points. Maintenant, le surplus calorique. Surplus calorique. Le surplus calorique, en soi, ça va être un peu l'inverse de la situation du déficit calorique. En gros, si ton body fat te convient et que du coup tu es complètement à l'aise avec ça et que t'es pas là en mode oh putain je veux mes abdos machin et tout, tu peux partir en surplus calorique. Comme on l'a déjà dit, là où ça va chier dans la colle, c'est si tu commences à vouloir faire les deux en même temps. Et à ce moment-là, on te renvoie au podcast de la recomposition corporelle. Et tu verras que ça ne sera pas forcément possible tout le temps. Mais en soi, ce qu'il faut que En fait, la condition vraiment pour faire un surplus, parce que en fait, ton surplus il va fonctionner qu'à partir du moment où tu vas le maintenir sur le temps. À partir du Mais de moment... la même façon qu'un déficit, hein. À partir du moment où, en fait, sur ton surplus calorique, tu vas commencer à te dire « Ah non, je suis trop gras, il faut que je fasse un déficit toutes les 2 semaines », c'est là où ça va chier dans la colle. Donc en fait, sois sûr que ta base, ta composition corporelle est suffisamment OK et que tu es suffisamment OK justement avec cette composition corporelle pour, du coup, pouvoir entamer ton surplus calorique. C'est vraiment ça la phase la plus importante que tu te dises dans ta tête.
Parce que sinon, si tu commences à te dire, ah, au bout de 2 semaines, marche arrière, je suis trop gras, machin et tout, c'est que du coup, c'est pas clair dans ta tête pour toi. Et c'est pour ça que, en vrai, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent avec moi en suivi, sur lequel, en fait, je leur fais faire une phase de déficit. La plupart des personnes que j'ai en coaching, c'est soit du coup des personnes sur lesquelles on est en phase de recomposition corporelle parce que j'ai estimé que par rapport à leur situation avant le coaching et leur situation au début du coaching, il y a tellement un écart entre potentiellement ce que ces personnes-là faisaient et ce qu'il faut faire pour progresser que du coup on peut mettre en place une recomposition corporelle. Ou du coup, c'est des personnes qui potentiellement je leur fais faire un déficit calorique parce qu'elles ont poussé la prise de masse un peu trop, parce qu'elles ne sont pas forcément à l'aise, parce qu'au moment où on fait le bilan, elles me disent ah voilà, j'aimerais faire la fameuse recomposition corporelle, perdre du gras et prendre du muscle. Sauf que potentiellement, ces personnes ne sont pas dans un cadre où ils peuvent faire une recomposition corporelle parce qu'ils optimisent déjà pas mal de choses et qu'ils n'arrivent pas en fait à prendre cette décision. Il faut faire un déficit calorique parce qu'aussi ils ont peur. Le déficit calorique, ça fait peur. Tout le monde ne maîtrise pas le déficit calorique. Tout le monde ne supporte pas le déficit calorique. Tout le monde ne sait pas faire un déficit calorique. Tout le monde ne peut pas tenir un déficit calorique s'il ne s'y prend pas de la bonne manière. Donc c'est sûr que ça fait peur. Et c'est pour ça qu'on reste dans la situation qu'on appelle le permabulk. Pour ceux qui aiment les mèmes, c'est un mème assez populaire où au final tu restes tout le temps sur cette phase de bulking. C'est la permanence du bulk. Et que en fait tu deviens un gros sac, un gros porc de gros sac comme Rémi. Et Moi je suis pas à 100 kilos mec. Hein. quelle balle Il y a que toi perdue. qui fais des petits yo-yo comme ça. Là. Je monte à 5 kilos, je fais un petit déficit, je remonte à 5 kilos, je fais un petit déficit. Moi je suis bien, ma composition corporelle me va très bien. La mienne aussi. Et du coup, voilà, donc le surplus calorique, c'est une phase où il faut vraiment que tu sois OK avant de la faire. Et honnêtement, je ne vais pas vous mentir, mais pour moi, il y a plus de personnes qui ont besoin d'un déficit calorique que de personnes qui ont besoin d'un surplus calorique. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que quand on écoute les gens sur les réseaux, quand on écoute les gens un peu partout, en fait, on entend l'inverse. Que du coup, il vaut mieux faire un surplus calorique pour maximiser les gains musculaires, machin, surtout si tu es dans tes premières années de muscu. Mec, si tu fais un surplus calorique et que tu deviens juste un putain de gros fat, il y a de grandes chances au final que juste ton physique ne te plaise pas et que tu finisses par arrêter la muscu à cause de ça. Donc, en soi, alors que si tu commences, même en plus, genre, moi j'ai aucun souci à faire commencer des débutants avec une phase de déficit calorique, parce que genre juste, si les mecs, ils ont leurs abdos, qu'ils ont des veines et tout, que quand ils vont à la salle, ils voient le pump, la congestion, leurs muscles, des stries, etc. Genre juste ça, ça augmente tellement l'adhésion au fait d'aller à la salle que en fait, genre juste, c'était la meilleure solution à prendre, tu vois. Donc, en soi, le surplus calorique, il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu sois OK avec ça pour pouvoir faire cette phase de surplus calorique. Et par exemple, je vais prendre mon exemple. Quand j'ai commencé ma phase de surplus calorique en janvier, j'étais sec, mais j'étais pas ultra shreds non plus, tu vois. J'avais encore du gras qui était stocké dans le bas du dos, machin et tout. Mais en fait, moi, j'étais complètement OK avec ça. Et tu vois, ça m'a permis de tenir mon surplus calorique sur toute la période sans pour autant que je regarde en arrière et que je me dise oh putain, j'ai pris la mauvaise décision, machin et tout. Non, parce que j'étais OK avec mon body fat. Combien de personnes à ma place, au bout de 2 mois, auraient dit oh, putain, elles me font chier mes poignées d'amour, machin et tout. Moi, j'en ai juste rien à faire. Moi, tout ce que je voulais, c'était pouvoir me rentraîner à fond et prendre du plaisir à l'entraînement. En soi, mon physique, je l'ai toujours dit, c'est secondaire. Mais voilà, c'était tout ce qui comptait pour moi. Donc, en fait, le surplus calorique, et c'est ça vraiment qui est très important, c'est que j'ai l'impression qu'on survend le truc. On dit à tout le monde, ok, mec, faut que tu envoies à fond les calories, machin et tout. Sinon, tu vas perdre ton temps, tu vas pas faire de muscle, tu vas perdre tes newbie gains, tu vas passer à côté de tes années de muscu. Mais crois-moi, et je le redis haut et fort, il y a beaucoup de personnes qui auront beaucoup plus, vraiment beaucoup, beaucoup plus à y gagner en faisant un déficit calorique. C'est surtout aussi que la vie est plus belle avec un très léger surplus calorique
Et donc, que les personnes qui sont toutes dans un cadre de déficit, elles sont moins nombreuses. C'est logique, hein. Le déficit, on rappelle, c'est quand même une période où ton corps est en carence de calories, où justement il est en sous-régime. C'est pour Ouais, ça que alors, ça dépend, hein. Ça, le déficit, c'est quand même ça. Mais c'est ça, mais en fait, il y a des personnes qui ont passé tellement de temps à manger, par exemple, n'importe quoi, c'est machin des et tout. cas, c'est des C'est cas des cas. Alors, spécifiques. moi, j'ai Je beaucoup de parle d'un personnes. léger, très léger surplus calorique. Je parle pas du gros surplus Non, non, mais full bulk. ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui sont en déficit calorique en coaching avec moi, qui n'ont aucune sensation de faim et qui ont même du mal à finir leurs assiettes. Mais c'est logique, c'est Donc, parce qu'ils ont bien géré quand, leur plan. mais quand on parle de déficit calorique, il faut pas voir ça comme La pire des ouais, la situations. pire des situations. Genre, il y en a qui pensent que déficit calorique, ça veut dire perte de performance, tout s'écroule, t'as faim H24. Mec, la réalité, c'est que ça arrive que si tu t'y prends mal, hein. Mais parce que ça, c'est des mythes qui sont très ancrés, où justement, les périodes de déficit avant, c'était des diètes drastiques, où tu faisais une diète limite cétogène, donc où tu avais plus de sources de carbs, de glucides. Et du coup, là, oui, ça a marqué, je pense, beaucoup de personnes. Je pense que les anciennes générations ne voyaient le déficit que par la porte du putain, je vais souffrir pendant 3, 4, 5, 6 mois parce que je vais manger que des concombres et sucer des bouts de betterave. Parce que c'était aussi comme ça. Aujourd'hui, on sait très bien que l'approche est totalement différente, que l'approche avec la dépense au niveau des pas est quand même hyper imposante dans le cadre d'un déficit calorique et que on peut aussi beaucoup plus jouer sur le volume alimentaire. Bon, bref, ça c'est clair. Mais je te parlais vraiment du cadre du c'est quand même plus facile. La vie est quand même beaucoup plus facile en étant sur un très léger surplus calorique où tu sais que tu peux tanker un petit repas écart, tu peux aller manger avec papa, maman, te faire un petit resto à volonté, etc. sans vraiment te dire, putain, je vais passer à côté de mes, de mes gains musculaires parce que je vais manger ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le surplus calorique, c'est quand même la période la plus favorable quand même pour prendre du muscle, à condition quand même que ça respecte aussi un surplus lent, quoi. Enfin, c'est pas Hein. chercher à prendre du poids trop vite parce que tu vas te retrouver à faire un surplus et comme tu disais tout à l'heure, avoir des personnes qui vont être là au bout de 3 semaines, se dire putain, j'ai pris du bide, quoi. Je suis gras, j'ai pas vu le switch là en 3 semaines, j'ai pris 2 kilos et demi et non là en fait j'ai juste envie de me remettre un petit déficit calorique. Euh, le surplus calorique modéré, même voire très progressif, c'est ne prendre que quelques grammes par-ci par-là et faire ça sur une plus ou moins longue durée. Après, bien sûr, comme l'a dit Denis, vous pouvez intégrer aussi des périodes de déficit pour mieux adhérer au plan et pour justement respecter mieux la saisonnalité, si on parlait de la météo tout à l'heure, ou même d'un confort sur une petite période où vous sentez que vous avez besoin de faire un petit cut. Ok, mais ce qui doit faire partie, je pense, pas quasi intégrale du coup, mais quasi intégrale de votre vie de go muscu, c'est le surplus très modéré. On ne doit pas passer sa vie quand on est go muscu en déficit calorique. On s'entend bien parler là-dessus. C'est sûr que en surplus calorique, en léger surplus calorique, euh, c'est là où la littérature scientifique s'accorde à dire que c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour optimiser les gains Mais c'est musculaires. normal, c'est normal. C'est comme ça. C'est en fait, c'est tout simplement la comparaison que je prends souvent. Construire du muscle, c'est comme si tu veux construire un mur en briques, tu vois, ou en béton. Et en fait, si tu manges plus, tu as juste plus de ciment et de parpaing à disposition. Donc potentiellement, tu peux monter ton mur plus vite, tu vois, parce que tu as plus de nutriments à disposition qui te permettent de construire ce mur, tu vois. Là, c'est le même principe. Donc c'est sûr que, et c'est pour ça que une fois que tu as fait ton déficit calorique et que tu es bien, tu vois, une fois que tu as une base propre, en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment être OK avec ça lorsque tu veux faire un surplus calorique. C'est que, en fait, une fois que tu es OK avec ton body fat, que ton body fat est bien, tu resteras, si tu t'y prends bien, tout tout le reste de ta vie en surplus calorique. Peut-être que tu devras faire des légères phases de déficit calorique. Mais pour réadhérer au pour, plan, pour voilà, côté, parce que tu as pris un parce petit que kilo tu de n'as pas le trop. choix, mais ça sera 3-4 semaines, tu le sentiras pas, tu vois. Tu le sentiras même pas. Et oui, le but, c'est ça, en fait. Le but, c'est, si tu veux optimiser tes gains musculaires, passer le plus de temps en surplus calorique. Mais, en fait, ça demande, et c'est ça la condition que personne ne respecte, c'est ça demande d'avoir une base propre pour pouvoir le faire.
Tout à fait. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. c'est que tu as dit la vie est plus belle en surplus calorique. Alors, D'un point de vue de... alors, il y a le petit astérisque que tu as oublié. J'ai dit la vie est plus belle avec un très léger surplus calorique. Parce que le tu- go muscu Non, mais cherche pas- toujours. Laisse-moi parler. Le go muscu cherche, toi comme moi, à être le plus musclé. Et donc, le plus musclé, ça veut dire aussi par être forcément plus lourd. On ne cherche pas à être le plus maigre possible. On cherche à être le plus gros et musclé possible. Non, ce que je veux dire, c'est, tu as dit la vie est plus belle en surplus calorique parce que c'est plus simple de faire passer certains repas, tu manges beaucoup, machin et tout. Mais en déficit, tu peux le faire aussi. C'est plus cet aspect-là. Par exemple, je vais prendre mon cas personnel, et il y a pas mal de personnes qui sont comme ça. Je préfère très largement être en déficit calorique qu'être en surplus calorique, parce que même si le surplus calorique, eh bien, voilà, tu peux faire passer plus de repas dans ta diète, machin et tout. Bah, personnellement, je préfère manger moins parce que ça me prend moins de temps. Du coup, je peux passer plus de temps à travailler. C'est perso. Parce que ça coûte moins cher au niveau des courses. Ah oui, oui. C'est moins long à préparer au niveau des repas. Et de toute façon, que je sois en surplus ou en déficit, je pète la dalle. Donc, c'est la même chose pour moi. Donc, encore une fois, ça, c'est très... c'est toujours la même chose. De toute façon, tu sais, c'est toujours la même chose. C'est celui qui est en surplus calorique, il voudra toujours, tu sais, manger moins, dire ah là là, c'est tellement mieux quand j'ai pas beaucoup de calories, machin et tout. Et celui qui est en déficit, il voudra toujours manger plus, machin. Tu veux toujours la situation dans laquelle tu n'es pas. Donc, bon, moi, C'est pour ça que Denis, il fait les deux en même temps. D'accord. C'est pour ça que tu fais un déficit et un surplus en même temps, toi. Comme ça, moi, tu te poses pas la question de savoir dans quel camp tu veux être. Bah là, je mange moins, tu vois, donc je suis en déficit calorique et je suis content d'y être, tu vois. Ouais. Je suis Bon, content. ça, c'est, je pense, très perso parce que je pense que, comme Ouais, on ça l'a dépend- dit, ça- on a ça tout dépend. intérêt à être sur un très léger surplus calorique en partant d'une base propre et justement de prendre le temps de prendre ces petits grammes par-ci par-là parce que on veut être énorme et sec. Ah, mais c'est trop chiant parce que même, tu vois, genre, tu sors. Là, actuellement, donc j'ai réduit mes calories. C'est quand? C'est samedi dernier. J'étais au restaurant. Je te l'ai pas dit ça. Non, mais t'as le droit de pas tout me J'ai- dire. J'étais au restaurant avec. J'étais au restaurant et j'ai mangé. C'était un restaurant où on y mange bien, putain, en plus. Hein. Ça Bah, coûtait cher, je suis sûr. non, même pas. J'étais étonné du prix. 29 euros. Pour deux? Pour... Oui, pour deux. Pour deux, c'est moi qui ai invité. La personne n'a pas dû beaucoup manger. Non, j'étais deg parce qu'elle a tout mangé. Parce que en vrai, 29 euros, je pense que à Limoges, c'est que dalle. Hein. Bah, en vrai, ça m'a Tu vas choqué. tu vas à Paris, je pense que c'est juste l'entrée. Non, mais ouais, en vrai, 29 balles, ça m'a vraiment, vraiment choqué pour le coup du prix. On vous mettra l'adresse en commentaire. Et Mamie Bigoud à Limoges. Ah ouais. Et du coup, donc, je suis allé là-bas parce que c'est sympa, machin. Je suis rentré, j'ai dû remanger. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, Denis était dans la. Enfin, Denis est très à ce côté très perso du moi le déficit, c'est la personne. C'est oh là, j'y arrivé. La situation dans laquelle je me sens mieux. Denis est dans la bulle pour manger après un restaurant. Et ça, c'est vraiment factuel, quoi. C'est fact. Ouais, bah ouais. Et encore, là, je vous le dis, je mange moins. Et petit fun fact, allez, il y a genre 3 ans, un truc comme ça, j'avais fêté le premier de l'an avec des amis, là, c'était pendant le premier de l'an, c'est un peu pendant le Covid, là. Et on avait été au, tu sais, là, le resto où il y a les vaches dans le resto. La petite ferme. Non, La... Si. c'est les tables du... Les tables du bistrot. Ouais, les tables du bistrot, Voilà. à Limoges. Bref, c'est un resto très bien à Limoges. Et donc, on a été faire le premier de l'an là-bas. Et on était assez nombreux, je connaissais que quelques personnes. Et on avait pris, du coup, il y avait le menu premier de l'an, machin et tout. Et je regarde les trucs, c'était des assiettes. Alors, encore une fois, c'est une portion pour un gars lambda, tu vois. Et j'avais bouffé tout, parce qu'en fait, c'était trop pour les autres de la table. Et j'avais tout bouffé. Mais vraiment, j'avais tout bouffé. Et en fait, on avait été... après, ils avaient voulu aller en boîte de nuit.
Et le problème, c'est qu'il fallait avoir le pass machin là. Fallait être majeur. Voilà. Non, tu sais, c'était le pass, je sais pas quoi là. Pour dire que tu étais vacciné ou je sais pas quoi. Ah, putain, mais ça remonte alors, oui, Ouais, ça effectivement. remonte, ça remonte. Et il me l'avait pas demandé au resto. Et moi, je l'avais pas. C'est pas bien, hein. Et j'avais pas pu aller en boîte de nuit. Et du coup, de toute façon, je voulais pas trop y aller, je vous le cache pas. Et après, j'étais rentré et j'avais dû remanger. Voilà. Et La, j'ai- et j'avais la vie de et Denis. j'avais mangé avant aussi. J'avais mangé avant, j'avais prévu le coup. Voilà, Denis. Toujours dans l'abus. J'aime être en déficit, mais bon, je vais manger avant, pendant, Mais non, mais correctement et après correctement. parce qu'en fait, j'ai pas le choix, tu vois. C'est genre Mais juste oui, mais je. si je veux être en. C'est parce que si tu veux manger pour atteindre tes objectifs, et puis tu sais, tu le sens quand t'as pas assez mangé. Denis Lovni. Tu sais, c'est comme. On m'appelle Denis. Il y avait un mème, il y avait un mème comme ça, tu sais, tu vois le mec, il est au McDo, il a un putain de truc, tu vois. Tu te dis, ouais, 5000 calories de McDo, et il vient une sale tête, et en gros, le mème, c'était quand tu penses que tu vas devoir remanger en rentrant parce que t'as pas assez tes calories. Aïe, 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 aïe. Bon, voilà, c'était pour la petite histoire. Mais tout ça pour dire que Quand doit-on faire un surplus calorique? quand on est OK avec sa composition corporelle, et très peu de gens le sont réellement. Hmm. Voilà. Est-ce que tu dois faire absolument un surplus calorique dans tes 3 premières années? Non. C'est pas parce que tu es dans tes débuts de la muscu que du coup, eh bien, tu peux pas faire un déficit calorique. En plus de ça, si tu es vraiment dans tes premières années de muscu, même si tu es en déficit calorique, surtout si tu as un peu de gras qui est stocké, si tu fais des changements par rapport à ton alimentation, si tu te mets à t'entraîner, etc., tu pourras même faire une recomposition corporelle. Donc, n'aie pas peur du déficit calorique. Vraiment, les gens le diabolisent, mais il ne faut pas en avoir peur. Si c'est bien fait, tu risques rien. Et pense à la vie que tu auras une fois que tu seras sec à crever et que tout ce que tu auras à faire, c'est rester en surplus calorique pour le reste de ta vie. Exactement, parce que euh, on connaît tous cette personne qui se dit je fais un surplus calorique, mais en fait, mon physique, je l'apprécie pas vraiment. Mais je sais qu'au bout du compte, je vais avoir pris beaucoup de muscles et quand je ferai mon déficit, bah là, je serai bien physiquement et je me plairai dans le miroir. Bah, en fait, ne sois pas forcément en accord avec cette situation-là parce que si ton physique ne te plaît pas pendant tes 2 ans de surplus et que bah, il commence à te plaire que quand tu attaques ton déficit qui va durer 3 4 mois et après tu vas relancer un surplus parce que bah, tu sais que les bodies des années 80-90 faisaient comme ça, alterner entre des situations de surplus, de cut extrême, de surplus, de bulk, enfin c'est même plus un bulk. Et après du coup rester bâché pendant toute l'année et bah, dès qu'ils attaquaient leur déficit, ils mettaient enfin le débardeur à la salle de sport. Ben, encore une fois, si tu aimes ce genre de situation, pourquoi pas, mais n'oublie pas quand même que ton physique, c'est celui que tu portes au quotidien et que bah, s'il ne te plaît pas tous les jours, alors il y a quelque chose sûrement de plus profond à régler et c'est sûrement pas la bonne situation de faire des alternances entre grosses périodes de surplus où bah, tu vas looker dégueu et des périodes où tu vas être en déficit pendant quelques mois où tu vas vraiment être content, tu vas sortir le débardeur, poser le t-shirt et flex correctement dans les miroirs et puis après bah, remettre ta capuche et ne plus t'entraîner en débardeur. Donc réfléchis bien à cette situation de est-ce que le mieux c'est pas d'être sur cette entre-deux, de faire un très léger surplus calorique, de pas forcément être le plus sec de la salle mais d'avoir quand même un physique qui te permet d'être ok avec bah, ce que tu vois tous les matins dans ton miroir, d'être ok quand tu te dis bon bah voilà quand je suis à la salle bah, je peux flex et je suis content de voir la petite veine qui apparaît sur le biceps ou sur l'épaule et pas justement d'attendre le fameux déficit pour bah, regarder tout ce que tu pourrais faire, enfin pas faire, mais tout ce que tu pourrais observer sur ton physique de sec. Merci, Rémi Gaucamol. Rémi Guacamole. Ah, On a tous les deux galéré à le dire. Guacamole. Non, mais c'est vrai que c'est hyper important, hein. Je crois que c'est Lucas, hein, Lucas Guif qui dit souvent ça, hein, qui dit que ton physique, il doit pas te plaire juste à un instant T, il doit te plaire toute ta vie. Donc autant qu'il te plaise dès aujourd'hui. Donc mets en place tes stratégies pour que bah, tu sois OK avec ton physique absolument tous les jours. Ouais, c'est ça, hein. Parce que en plus, enfin, genre, quelle plaie de subir le fait que tu ne te plais pas dans ton corps, alors qu'en fait, tu as la solution qui est devant toi, tu vois. Genre,
Il y a trop de personnes, parce que c'est ça en fait, la plupart des personnes en fait choisissent le surplus alors qu'elles ne devraient pas choisir le surplus. Et du coup, tu sais, à chaque fois qu'elles vont se regarder dans le miroir, elles vont se dire oh, je suis gras, je suis fat, je me plais pas, machin et tout. Alors que la solution, mec, c'est littéralement de faire un déficit calorique. Mais dans leur tête, c'est non. Tu sais, c'est un peu de l'auto-sabotage. Hein. Mais, et ça revient à la morale de tous les podcasts, c'est la chose qui limite la plus ta progression, c'est toi-même. Ce sera toujours la même chose. Ce sera toujours toi qui limitera toi-même ta progression parce que, au final, tu réfléchis pas de la bonne façon et du coup, tu prends pas les bonnes décisions. Oui, mon deux. Oui. Bon, je pense qu'on a fait le tour là. On a fait un bon petit tour, ouais. On s'était déstructuré au possible. Mais ouais, parce que je te dis, la porte d'entrée qu'on a utilisée, enfin moi j'ai eu du mal à bien la visualiser. Peut-être qu'on peut faire ce fameux récap épette. Tu peux, mais je pense qu'on l'a fait un peu à la fin là. Ok, très bien. Parce que en soi, là, ouais, c'est là que tu vois qu'on prépare pas notre podcast. Et là c'est dommage parce que justement, c'était peut-être trop flou, trop abstrait. Vous nous direz en commentaire. Ouais, non, en vrai, je pense qu'on a dit les éléments importants, mais c'est juste qu'on n'a pas réussi à le structurer. Mais encore une fois, en soi, ce qui compte, c'est que les messages soient passés. Je repense à ça. Excuse-moi, je suis toujours un petit peu. Je suis à contre-temps aujourd'hui. Je loupe les infos et je rebondis pas au bon moment. Tout à l'heure, tu parlais quand même des personnes qui se trouvent trop fat et donc se dire ah putain, faut que je fasse faire un déficit. Puis après, quand tu es en déficit, tu as cette situation de ah putain, je suis trop skinny, faut que je mange plus quoi. Attends, mais je l'ai dit en début de podcast là. Non, abuse pas. 1 heure plus tard. Abuse pas, non, mais cette situation-là, enfin, je veux dire, c'est the situation que tout go muscu va rencontrer, de jamais se satisfaire de son physique. Donc clairement, là, le truc de chaque fois se dire, bon, là, il faut que je fasse un surplus sur 2 mois, 3 mois, que je fasse un déficit ensuite, etc. La seule chose, peut-être, c'est tout simplement de faire l'une ou l'autre des situations en fonction de votre situation et de laisser le temps faire sans vous précipiter. Prenez le temps de faire votre déficit sur X mois. Prenez le temps de faire vos surplus caloriques sur X mois avant de commencer à tout de suite faire la girouette et de vous dire « Ah putain, il faut absolument que je refasse l'opposé, etc. » Non, vous êtes toujours très binaire, toujours soit surplus, soit déficit, soit surplus, soit déficit. Soyez un peu plus dans l'entre-deux et de apprécier plutôt un processus de déficit, de laisser le temps après à votre corps de revenir sur un maintien et après pourquoi pas de renchaîner sur un surplus. Prenez vraiment le temps, ne vous précipitez pas sur ces différentes phases. Tu nous as remis une dose de guacamole là. Ouais, je suis doux sur cette fin de podcast. Ouais là, putain, t'as augmenté mon total de lipides. Putain, Guacamole, c'est riche en graisse. Double couche de guacamole là, j'étais pas prêt. T'as explosé mes macros. Ouais. Putain, un petit peu de guacamole sur un pain de mie complet bien grillé le matin là avec un petit œuf. J'ai mis ça dans une diète il y a pas longtemps. Attends, une seule tranche de pain de mie? Ça dépend de la personne, Denis. Si cette personne ne veut pas manger trop au petit déjeuner, mais un paquet ou rien. Permabulk. Permabulk. Bon allez, sur ce. On s'arrête là déjà là? Je sais pas, tu veux dire d'autres trucs? J'en sais rien, mais là c'est sûr qu'on n'a pas une heure de podcast. Mais je suis sûr qu'on a l'heure de podcast. Peut-être. Dites-nous sur... non, vous le verrez bien. Non, je pense qu'on l'a. Tant mieux. Bon, désolé encore pour peut-être ce podcast un peu brouillon, mais encore une fois 100% authentique. Vous avez pu voir que on préparait encore une fois rien de nos podcasts, que c'était full impro. Et ça montre encore une fois comment on est. Côté transparent. Et dans le prochain épisode, on aura une table de mixage. Oh purée, mais oui. On a reçu une partie de notre matos. La table de mixage doit arriver samedi, sans surprise. Et Denis vous montre des casques. On aura des beaux casques filaires pour aller avec la table de mixage. Comme ça, je pourrais couper le son de Rémi. J'aurais plus besoin de le couper au montage. Et je pourrais appuyer sur plein de petits boutons. T'es interdit de table de mixage. Ah si, mon gars. Alors là, dites-nous si Rémi vais faire la régie, mec. Dites-nous je vais appuyer sur les boutons, j'en ai rien à foutre. Dites-nous si vous voulez que Rémi touche à la table de mixage, parce qu'il va faire n'importe quoi. Je vais mettre des petits trucs bien drôles. Non. Je lancerai des petits jingles, je l'ai dit, je ferai des petits jingles. Ouais. Fais les jingles, la table elle arrive samedi. Pour de vrai, moi je suis vraiment chaud. Je te l'ai dit, et je l'ai dit dans un podcast qu'il ferait trop faire ça. Vas-y, fais les jingles. Bon, sur ce,
On vous remercie pour votre écoute et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zéro RR Podcast. À bientôt. C'était vraiment lourd. Il y avait des gros gars de sa mère là qui fout dans le cul par hasard. Ils avaient une odeur.